Chaque été, les rivages turcs de la Méditerranée attirent de nombreux touristes. Depuis les années 1970, le petit port de pêche de Bodrum est l'une des destinations les plus en vogue de la côte. Dans l'Antiquité déjà, Bodrum, Halikarnasse à l'époque, était l'une des villes les plus célèbres de la Méditerranée. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le gouverneur de la région, Mosol, fait bâtir une sépulture si magnifique qu'elle entre dans l'histoire comme le mausolée d'Halikarnasse, l'une des 7 merveilles du monde. En 1925, Cevat Shakir, journaliste et écrivain, est exilé à Bodrum pour ses écrits contre la peine de mort. Il se passionne alors pour cette région, qu'il parcourt à bord de bateaux traditionnels, les goulettes. Le pêcheur d'éponges d'Halikarnasse, le surnom de Cevat Shakir, invente la croisière bleue. Grâce à lui, des centaines de goulettes naviguent aujourd'hui le long des côtes, comme à l'époque où Halikarnasse était l'une des escales les plus importantes au cœur de la Méditerranée. L'Anatolie est au centre des civilisations qui marquent le bassin méditerranéen. Venant d'Égypte, de Syrie, de la Grèce antique, tout le commerce maritime passait par là. On trouve ici l'un des foyers de civilisation les plus anciens du monde antique, Caïra. Caïra, dont la capitale est Halikarnasse. En 2400 avant Jésus-Christ, Halikarnasse était aussi important que New York, Paris, Londres ou Istanbul. Si l'on imagine que depuis 5000 ans, un bateau par an au moins a fait naufrage dans cette région, ce sont 5000 épaves qui doivent se trouver au fond de la mer. Pendant plus de 20 ans, Ouzez Alp a exploré les fonds sous-marins au large de Bodrum. Les objets recueillis au cours de ces fouilles sont exposés au musée qui se trouve dans le château des Hospitaliers de Saint-Jean qui domine la ville. Dans le sillage de Cevat Shakir, l'intérêt pour les croisières en goulettes n'a cessé de grandir et les chantiers navals de Bodrum ont décuplé leur activité. Des dizaines et des dizaines de bateaux sont mis à l'eau chaque année, associant la silhouette traditionnelle des goulettes au confort et aux exigences de la plaisance moderne. Des centaines de caïques, comme on appelle également ces bateaux, naviguent chaque été de la mer Égée à la Méditerranée. Un succès que n'aurait sans doute pas imaginé Cevat Shakir, dont le buste accueille les visiteurs à l'entrée du château des Hospitaliers. Cevat a réconcilié les habitants de la région, originaires d'Anatolie, avec la mer. Il a été le souffle et la voix de la mer. Il a écrit des pages magnifiques sur ses voyages en mer. Personnellement, en tant que passionné de l'histoire de cette région, je le considère comme mon maître et je m'incline devant lui. Dans le sillage de Cevat Shakir, le pêcheur d'éponges d'Halikarnasse, nous allons embarquer sur une goulette et naviguer à la découverte de l'une des plus belles parties du littoral de la Méditerranée turque, la Lycie. Nous quittons Bodrum et prenons la direction du port de Fethiye,
où nous devons retrouver notre goulette dans 2 jours. Le temps pour nous de faire un petit détour par Dalian et surtout par Konos, véritable porte d'entrée de l'antique Lycie. Dalian est une petite ville paisible. Elle s'anime chaque été avec l'arrivée des touristes. Sur les quais au bord de la rivière, les pêcheurs reconvertis pour quelques mois en guides touristiques attendent le client. Mais pas question de courir après les touristes. Ils viennent d'eux-mêmes. Pour atteindre le site archéologique de Konos et surtout la plage de sable fin de Istoutsu, il n'y a qu'une seule route, qu'un seul chemin, la rivière. Au détour d'un bouquet de roseaux, furtivement, nous apercevons des tombeaux lyciens. Accrochés à la montagne, ils sont inaccessibles. Il nous faudra être patients et attendre notre arrivée à Fethiye pour en approcher d'autres de plus près. Poursuivant cette magnifique navigation touristique, nous slalomons au milieu d'une forêt de roseaux qui a envahi l'ancien golfe autrefois occupé par la mer. Durant l'été, certains pêcheurs promènent les touristes à bord de leurs barques. D'autres font un peu de commerce sur le chemin qui mène à la mer. À bord de cette embarcation, ces hommes cuisinent des crabes. Et pour attirer le client, ils bénéficient d'une aide inattendue. Ça, c'est des crabes aux pinces bleues typiques de la région. Elle nous coûte cher. Tous les jours, on dépense beaucoup d'argent pour elle. Et je suis prêt à le faire. Grâce à elle, les touristes s'arrêtent ici. Parfois, on doit en acheter pour lui donner. Allez, Ali, attrape! Les tortues marines de Dalian sont protégées. Elles ont la priorité sur les touristes qui convergent sur la zone pendant l'été. C'est ainsi que la plage située à l'embouchure de la rivière est fermée durant la période de ponte. Grecs, romains ou byzantins, tous les vestiges mis à jour sur la colline dominant la baie témoignent de l'importance stratégique de Konos durant l'Antiquité et le Moyen Âge.
Depuis les remparts, on ne surveille plus aujourd'hui que le balai tranquille des bateaux regagnant le port de Dalian. Nous sommes arrivés à Fethiye. Le port constitue l'un des points de rassemblement et de départ des croisières bleues en goélette. On est toutefois bien loin de l'agitation qui régnait à Bodrum. Arrivé le matin même d'Antalya, l'équipage du Tifil, notre bateau, est déjà à l'ouvrage. Necati, le cuisinier, embarque les provisions. Özden, notre guide, qui n'a pas le pied très marin, se rassure sans doute auprès de Durmuş, capitaine expérimenté. Enfin, Birkin, matelot et fils du capitaine, met un peu d'ordre sur le pont. Il nous reste quelques heures avant le départ. Pendant que le commandant effectue les formalités auprès des autorités portuaires, nous quittons le bord de mer pour les hauteurs de la ville. En compagnie d'Özden, nous nous dirigeons vers les tombeaux rupestres qui dominent la ville. Fethiye est construite sur les ruines de l'ancienne Tel Messos. Au IIe siècle avant notre ère, elle fut l'une des 6 villes les plus importantes de la confédération lycienne. Mais en découvrant ces tombeaux, on les imagine plutôt grecs. Alors, qui sont les Lyciens? Qui sont les Lyciens? C'est difficile de répondre. Des tablettes hittites datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ mentionnent un peuple du nom de Lucas. On suppose, mais ce n'est peut-être pas complètement sûr, que les Lucas sont les ancêtres des Lyciens. Ce n'est que 5 siècles plus tard qu'est mentionné pour la première fois, sur d'autres tablettes, le nom de Lyciens. Population autochtone? Peuple venu d'Anatolie centrale ou de Crète? L'origine des Lyciens demeure obscure. Un mystère renforcé par l'existence de ces étranges tombeaux creusés à même la roche de la montagne. Tel Messos, l'antique Fethiye, a connu comme toutes les villes lyciennes l'occupation successive des Grecs, des Perses et plus tard des Romains. C'est ainsi que le théâtre du IIe siècle après Jésus-Christ a été construit sur les ruines d'un ancien théâtre grec. Pendant que nous découvrons les vestiges de l'ancienne Tel Messos, Necati, notre cuisinier, fait le plein de fruits, de légumes et de poissons.
Les dernières provisions embarquées, nous larguons les amarres. Nous quittons le port de Fétier et mettons le cap en direction de Kalkan, notre première escale. Ne laissant à personne le soin de barrer sa goélette, le capitaine navigue au plus près de la côte rocheuse dominée par les monts du Taurus. Je navigue depuis toujours dans la région. On longe les rivages, de très près. Certains capitaines préfèrent s'en éloigner car par endroits il n'y a pas beaucoup de fond. Parfois il n'y a pas plus de 8 à 10 mètres. Après 2 heures de navigation durant lesquelles nous n'avons croisé que quelques bateaux, le capitaine pénètre dans un petit chenal abrité du vent et de la houle où des dizaines de goulettes ont jeté l'ancre. Une dernière manœuvre et nous jetons l'ancre pour la nuit. À peine arrivés, de petites embarcations s'approchent proposant des glaces et même des gueuses d'émé, des crêpes locales. À l'époque où Cevat Shakir explorait la Méditerranée, il est probable que cet endroit n'était connu que des seuls pêcheurs. Mais qu'importe, oublions le ronron des générateurs d'électricité pour n'écouter que le bruissement de l'eau et le chant des cigales. Dès le lever du soleil, le capitaine a repris la mer. Au milieu de la matinée, nous approchons de Kalkan. Situé au fond d'une magnifique baie, c'est l'un des ports les plus accueillants de la région. Kalkan est le point de départ idéal pour découvrir 2 des plus beaux sites archéologiques de l'antique Lycie, Patara et Santos.
Comment imaginer que ces vestiges gréco-romains échoués au milieu des terres sont ceux de Patara, la ville qui accueillait 6 mois par an, en alternance avec Délos, le célèbre oracle d'Apollon. Avant d'être ensablé au fil des siècles, Patara était également le port principal de la Confédération lycienne. La Confédération lycienne a été fondée en 177 avant Jésus-Christ. Nos connaissances à ce sujet sont liées aux écrits de l'historien grec Strabon. Selon Strabon, la Confédération lycienne était composée de 28 cités. Et d'après Païsonos, à l'époque romaine, il y en avait 60. Et en 1748, quand Montesquieu a écrit l'Esprit des lois, il a étudié la constitution lycienne. Selon lui, la Lycie constituait un parfait exemple de démocratie. Même les Américains se sont inspirés de la constitution lycienne quand ils ont rédigé la leur en 1787. Gulicine connaît le moindre vallon, la plus modeste colline de ce site qu'il fouille depuis de nombreuses années. Archéologue, il cherche à comprendre et à expliquer quelques-uns des mystères qui planent encore sur la civilisation lycienne. Tout en étant influencé par les peuples ayant colonisé leurs terres, et notamment par la culture hellénistique, les Lyciens ont toujours réussi à préserver une langue propre et des rites funéraires singuliers, comme en témoignent ces étonnants sarcophages. Le principe de ces sarcophages est de représenter une maison. La forme était sans doute inspirée par celle que prennent des branches d'arbres que l'on plie pour former un toit. Cette forme inspirée de la nature est une sorte de preuve attestant que les premiers sarcophages remontent aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ. Leur aspect n'a pas changé au cours des siècles. Même durant l'époque romaine, les sarcophages lyciens ont conservé leur singularité. L'ensemble ressemble à une maison. Là, on trouve une entrée comme celle d'une maison. Au milieu, il y a le sarcophage, proprement dit. C'est pour cette raison qu'on appelle ces sarcophages des sarcophages maisons. Fari est également archéologue. Elle nous conduit vers la partie du site de Patara dont elle a la charge. Nous sommes à l'entrée de la ville antique. Autrefois, la mer occupait l'endroit où nous sommes. À partir du XIVe siècle après Jésus-Christ, la mer a commencé à se retirer de la ville de Patara et le sable a bouché l'entrée du port. À partir de ce moment, le port de Patara perd naturellement de son importance. Le monument qui se trouve derrière moi était un phare construit durant l'Antiquité romaine et qui est parvenu jusqu'à nous. C'est le phare le mieux conservé que l'on ait trouvé datant de cette époque. Il a été construit à l'époque de l'empereur romain Néron. Il faut imaginer que le phare mesurait à l'origine 20 mètres de haut. Actuellement, il ne reste plus que 14 mètres. La base est carrée, en forme de podium. La partie supérieure était une sorte de tour circulaire. À l'intérieur de la tour, il y avait un escalier. On n'a pas de précision sur la façon dont fonctionnait le phare, comment il éclairait. Mais on pense que l'on brûlait de l'huile d'olive. Au cours des fouilles menées avec son équipe, Fari Isik a pu reconstituer la partie supérieure de la façade du phare. On y découvre le nom de l'empereur Néron. Autrefois couverte d'or, chaque lettre brillait de 1000 feux. Les capitaines des bateaux, en approchant du phare qui se trouvait alors au milieu de la mer, pouvaient ainsi admirer le nom de son prestigieux bâtisseur. Avant d'entreprendre la visite de Santos, nous retournons à bord pour déjeuner.
Voilà les poivrons farcis. Bravo. C'est beau, hein? Oui, il y a des tomates et une aubergine. On va se battre. Ce sont des farfelli? Farfellini. Farfellini. È corretto. Merci. 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 Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. La ville de Santos, dans laquelle nous pénétrons par une magnifique voie dallée, était la capitale de l'ancienne Lycie. Bon, alors, qu'est-ce que c'était le système de phare Ici, c'est la voie romaine. Les nombreux vestiges mis à jour par les archéologues français portent, comme c'est le cas dans toutes les cités de la Confédération lycienne, l'empreinte de l'influence hellénistique. Mais à Santos, encore plus qu'ailleurs, ce qui fascine, c'est l'originalité de l'art funéraire. Sur les hauteurs qui habitent la nécropole, des tombeaux creusés dans la pierre surprennent par l'étonnante modernité de leur forme. Ils reprennent en fait l'architecture de bois des maisons lyciennes faites de poutres horizontales et de poteaux verticaux. Près du théâtre, construit au IIe siècle par les Romains, se dressent deux étonnants piliers funéraires. Le premier, haut de 5 mètres, baptisé le pilier des Harpies, est orné de reliefs de style grec archaïque. Le second est une chambre sépulcrale surmontée d'un couvercle en forme de carène de bateau renversée. L'un et l'autre étaient sans doute les tombes de souverains de Santos. De retour à bord de notre goélette, nous poursuivons notre voyage. Longeant toujours le rivage, le capitaine a mis le cap vers l'île de Kekova, l'un des plus beaux sites naturels de la côte. Après un copieux petit déjeuner, le capitaine reprend la barre et réduit la vitesse. Nous approchons de ce qu'il appelle la ville engloutie. Le long de l'île de Kekova se dressait autrefois la cité romaine d'Apollonia. À la suite d'un tremblement de terre au IIe siècle après Jésus-Christ, le sol s'affaissa de plusieurs mètres et la ville disparut partiellement sous les eaux. Reconstruite à l'époque byzantine, elle fut définitivement abandonnée à la suite des incursions arabes.
Laissant derrière nous l'île de Kekova, nous traversons le bras de mer en direction de Uçagiz. Avant de débarquer, le capitaine décide, connaissant notre curiosité pour la civilisation lycienne, de jeter l'ancre pour nous offrir une courte baignade dans un étonnant paysage. Nous nous dirigeons maintenant en compagnie de nombreux bateaux d'excursion vers le village de Kalecköy. Kalecköy s'est développé au pied d'un château byzantin. Malgré la venue de nombreux touristes, le village a conservé un certain charme paisible et les habitants une réelle authenticité. Le capitaine Durmuş vient à Kalecköy avec sa goélette depuis plus de 20 ans. Il adore cet endroit. Chaque escale est pour lui l'occasion de rendre visite à un ami. Demre'de yaşıyor, Nükhet Banka'ya girdi. On a fait connaissance il y a 28 ans, grâce à un autre ami. Tous les étés, quand je passe par ici, je viens lui rendre visite. Il m'accueille comme si j'étais chez moi. Ici, je ne me sens jamais étranger. Il y a un vrai sens de l'hospitalité. C'est quelque chose que je ne retrouve nulle part ailleurs. J'ai beaucoup de capitaines parmi mes amis. Je rencontre aussi des étrangers, certains sont des clients, car j'organise des croisières bleues avec ma propre goélette. Au début, j'étais pêcheur, mais je me suis reconverti dans le tourisme. Ici, il n'y a pas d'autres activités possibles en dehors du tourisme. C'est devenu notre activité principale. Pendant 6 mois, c'est-à-dire durant la saison estivale, on travaille à bord des goélettes, puis quand arrive la fin de l'été, on met les bateaux au sec pour l'hiver. Commence alors la période pendant laquelle on s'occupe de l'entretien en prévision de la prochaine saison.
Éblouis par la beauté du paysage, nous demandons au commandant de sortir les voiles, afin de prolonger la grâce et la magie de ces instants. D'habitude, le matin, le vent vient de l'est, là où le soleil se lève. C'est-à-dire qu'il vient des montagnes. À partir de midi et pendant tout l'après-midi, le Meltem se met à souffler. Il vient toujours de l'ouest. Tant qu'il fait beau, c'est le Meltem qui souffle. Sinon, c'est le Karayan, un autre vent qui se lève. Et quand le Karayan souffle, alors la mer devient houleuse et la navigation difficile. On peut dire des bêtises. On peut dire des bêtises. Après avoir passé la nuit à l'abri d'une petite crique, nous reprenons le voyage. Cela fait 5 jours que nous sommes partis de Fethiye. À bord, l'ambiance est chaleureuse. Avec le capitaine, on parle souvent de Cevat Shakir et des croisières bleues. Depuis 20 ans, il fait découvrir lui aussi la beauté des rivages de la Lycie. Il connaît la moindre crique et peut citer le nom de tous les villages accrochés au rivage. Le pêcheur d'éponges d'Halicarnasse serait fier de lui. Poursuivant notre navigation vers l'est, nous nous dirigeons vers Myra. Les raisons qui conduisent la plupart des voyageurs vers Demre, la ville turque bâtie sur le site de l'ancienne Myra, sont un peu particulières. Il y a naturellement ceux qui veulent découvrir le site archéologique. Comme toutes les cités que nous avons abordées depuis le début de notre voyage, Myra possède une nécropole lycienne et juste à côté, un magnifique théâtre romain. Mais le lieu qui retient toutes les attentions et attire toutes les ferveurs, c'est l'église Saint-Nicolas. Construite au IVe siècle, cette église vaut naturellement par les lignes épurées de son architecture et la beauté de ses fresques.
Mais ce que les touristes viennent voir avant tout, c'est l'église de Saint-Nicolas, autrement dit l'église du Père Noël. Ici, l'histoire se mêle à la légende. Saint-Nicolas a bien existé. Né dans la ville de Patara aux environs de 270, il fut le premier évêque de Myra. Enterré dans l'église, ses ossements furent volés par des marchands italiens de Bari en 1087. Voilà pour l'histoire. Quant aux légendes, elles sont nombreuses. Mais toutes se rejoignent en faisant de Saint-Nicolas le protecteur des enfants. Le jour de sa fête, le 6 décembre, il était de coutume en son honneur de faire des cadeaux aux enfants. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que des chrétiens hollandais décidèrent de déplacer la fête des enfants du 6 décembre au 25 décembre pour la rapprocher de l'enfant Jésus. Quant au Père Noël, ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'il apparaît dans un conte écrit par un pasteur américain. En quelques siècles, le bonnet du Père Noël a remplacé la mitre de Saint-Nicolas. En revanche, les milliers de touristes russes qui viennent chaque année à Myra, ce n'est pas le Père Noël qui les intéresse, mais bien Saint-Nicolas, dont l'effigie se décline à l'infini sur les étals des magasins. Saint-Nicolas est vraiment très important pour les orthodoxes. La plupart des orthodoxes qui viennent ici sont des orthodoxes russes. Et en plus, Saint-Nicolas est le saint patron protecteur de la Russie et de Moscou. Saint-Nicolas apporte non seulement sa bénédiction, mais aussi la prospérité. Il guérit les gens et parfois il aide les pauvres. Aux touristes qui viennent à Myra, on vend des icônes que l'on importe d'Italie ou de Grèce. Depuis quelques années, une statue du Père Noël a fait son apparition sur une place de Myra. S'agit-il d'un simple clin d'œil aux touristes ou bien des ravages du marketing et de la mondialisation ? Pour la première fois du voyage, le capitaine a mis le cap à l'ouest. Remontant le long des rivages de la Lycie que dominent les sommets du Taurus, nous nous dirigeons désormais vers Fethiye et la baie de Göcek. Donc le cap, c'est bien par là, c'est ça ? Au fil des heures, nous redécouvrons sous d'autres lumières les criques et les baies que nous avions abordées à l'aller. Au détour d'une pointe rocheuse, nous découvrons l'élégante silhouette du Savarona, un yacht de 1931 ayant appartenu au président Atatürk.
Est-ce le fait d'avoir croisé le Savarona, mais nous décidons de nous rendre dans un village dont le destin est lié à l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal, le premier président de la République turque. L'ombre de celui qui fut surnommé Atatürk, le père des Turcs, plane toujours sur le pays. Pas une rue, une place, une devanture de magasin où l'on ne découvre son portrait. À la suite de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement de l'Empire ottoman, Mustafa Kemal prend la tête d'un mouvement de résistance nationale. Il s'engage notamment dans une guerre contre les Grecs qui occupe une partie de la Turquie méditerranéenne. La victoire d'Atatürk se traduit par l'exode des populations grecques habitant la Turquie et par celui des populations turques vivant en Grèce. C'est ainsi qu'en 1924, le village grec de Kaya devient un village abandonné. Près d'un siècle plus tard, les 2000 maisons autrefois blanches ne sont plus que des silhouettes fantomatiques. C'est nos grands-parents qui sont venus ici. Nous avons grandi ici. On s'est installé dans ce village, mais nos racines sont à Thessalonique. C'est en 1924, suite à l'accord signé par Atatürk, que nous sommes venus ici. Avant que l'on vienne, cette terre était occupée par les Grecs. Après l'accord, les Grecs sont partis à Thessalonique, à Athènes ou bien dans les îles grecques. C'est comme ça. Et nous nous sommes installés ici. L'histoire aurait pu se terminer ici. Mais qu'ils soient grecs ou turcs, l'attachement des hommes à leur histoire demeure le plus fort. Halil Ibrahim l'accepte, mieux, il le comprend. C'est ainsi qu'il reçoit chaque année la famille grecque qui habitait autrefois dans sa maison. La nuit jette son voile mystérieux sur les eaux de la baie de Göcek. Cette fois, la croisière touche à sa fin. À l'instant où nous apercevons les lumières de la ville, nous avons une dernière pensée pour le pêcheur d'éponges d'Halikarnasse, dont le sillage, porteur de rêves et d'espoir, ne s'est jamais refermé sur les eaux bleues de la Méditerranée.